Zoom Actualité au plus près de la réalité, votre rendez-vous hebdomadaire à ne pas prendre ou à laisser, mais à regarder. Au sommaire pour ce deuxième numéro, Zoom a rencontré Karine, aide-soignante au tri-Covid à l'hôpital de Douai, et il a laissé traîner son micro à l'EHPAD Marceline Desbordes de Valmore. Le 11 mai, déconfinement ou pas déconfinement, c'est le flou artistique, mais celui-là, il est créatif. Par contre, le flou gouvernemental nous sape le moral. Point de vue d'un parent d'élève et d'un directeur d'école. L'usine Renault Douai, la sécurité sanitaire au cœur du débat. Le zapping, on ne nous dit pas tout. Et l'invité surprise qui n'en est pas un, c'est Kadour, le chanteur du groupe HK et des Saltimbanques. Et enfin, pour terminer cette mission, nous allons faire un petit clin d'œil. Les goguettes en trio mais à quatre, à écouter sans modération. Sans plus tarder, rejoignons Julie qui est en entretien avec Karine Classe, aide-soignante au service T-Covid de l'hôpital de Douai. Parlons un peu de ce qui a manqué, ce que les soignants ont crié, là, ce qui a manqué en termes d'équipement, de protection. Est-ce que ça a été votre cas au centre hospitalier de Douai? Est-ce que la situation a été bien prise en main? Est-ce que tu peux un peu nous dire ce qui s'est passé dans les étages pour les soignants? Alors, je vais dire que cette fois, c'est vrai que la direction, elle a bien géré quand même le matériel. C'est-à-dire que toutes les semaines, déjà il y a un CHSCT extraordinaire pour annoncer ce qui reste en matériel. Ce qui nous manque actuellement et qui devient compliqué pour les agents, et c'est ce qui nous fatigue le plus, c'est les surblouses. On n'a plus de surblouses, donc on est obligé de mettre des combinaisons complètes qui nous ont été, où on a eu des dons, parce que c'est des dons quand même, on a eu beaucoup de dons. Toi, en tant que soignante, comment tu fais quand tu finis ta journée de travail? J'imagine que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, elle est très mince. Comment tu fais un peu pour te détacher de ton travail après avoir vu des choses très compliquées dans la journée? Mais non, je n'arrive pas à me détacher et de ne pas penser au Covid. Je n'y arrive pas. Est-ce que vous arrivez à en parler, à vider votre sac, entre guillemets? Alors, oui, on arrive à vider notre sac, oui et non. Parce que quand on entend M. Macron ou M. Édouard Philippe parler, on n'arrive pas à vider nos sacs parce qu'on sait que ce n'est pas toujours vrai ce qu'ils disent. Parce que nous, on est en grande difficulté. On a la fatigue qui commence à s'installer, le stress, parce qu'en plus, l'annonce qui a été faite des écoles, je peux vous dire que c'est super stressant par rapport au personnel. Moi, c'est ce que j'entends dans les vestiaires, malheureusement. Et le fait de dire on va retourner, on va remettre les enfants à l'école, c'est compliqué. Non, on arrive à en discuter, on en discute avec nos médecins qui eux-mêmes, on sent un peu stressés et un peu sur le qui-vive. Mais franchement, non, on arrive à discuter entre nous. C'est la seule chose qui est là. Mais bon, psychologiquement, c'est compliqué. Il faut savoir qu'il y a une cellule de psychologie qui a été mise en place au niveau de l'établissement et ça aide. Ça aide beaucoup de personnel qui téléphone énormément. D'accord, d'accord. Justement, par rapport aux dernières déclarations du président Macron, comment tu vois les choses? Monsieur Macron, il faut qu'il nous explique quand il va déconfiner, qu'il va faire repartir les enfants à l'école, comment il va faire pour laisser un enfant 1 mètre l'un de l'autre. Et si vous voulez, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se dit, comment ça va aller si le soignant lui-même, il a le Covid? Est-ce qu'il va devoir mettre son enfant à l'école? Si son enfant, il a le Covid, le soignant, il va peut-être le contracter et ça va être un arrêt supplémentaire pour notre établissement. Donc oui, nous, c'est une grande crainte, cette reprise. On s'attendait plus à une reprise au mois de septembre pour dire de vraiment tout mettre en place et que ça fonctionne beaucoup mieux. Justement, de cette chute vertigineuse des patients qui fréquentent les urgences. J'ai reçu une de tes collègues récemment qui me faisait exactement le même constat. Toi, t'en penses quoi? C'est ce que je disais tout au début, c'est qu'est-ce qui deviennent nos malades chroniques? Est-ce que les patients ne restent pas chez eux et qui malheureusement leur état se dégrade? On pense que oui, malheureusement. Et c'est pour ça, après Covid, je pense que ça va être compliqué pour nos hôpitaux.
Le président Macron, dans sa dernière intervention, a déclaré qu'il verserait une prime au personnel soignant, donc une prime qui s'échelonnerait a priori entre 500 et 1500 euros. Est-ce que tu peux nous donner un peu le point de vue des soignants? C'est que cette prime, ils n'en veulent pas, le personnel. Le personnel, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est la revalorisation des salaires, l'augmentation des grilles indiciaires. Parce qu'aujourd'hui, une prime, ils vont nous la donner que cette année. Est-ce que nous allons l'avoir parce que peut-être qu'on ne fait pas partie de la grille 1 ou de la grille 2? Donc, est-ce que nous allons l'avoir? Il n'y a rien de sûr. Tout le personnel ne l'aura pas parce qu'ils n'auront pas travaillé dans les services Covid ou dans les urgences. Donc non, la prime, nous, on n'en veut pas et le personnel n'en veut pas. Alors oui, c'est vrai que ça serait quand même un plus surtout pour les bas salaires dans la fonction publique hospitalière, mais aujourd'hui, c'est même pas ce que le personnel veut. Le personnel veut une revalorisation des salaires. Le personnel est mobilisé, engagé à fond pour sauver des vies et en même temps, la direction consulte un cabinet conseil pour établir un plan de retour à l'équilibre financier. Traduction, fermeture de lits et diminution du personnel. C'est scandaleux, c'est inacceptable dans cette période. Nous ne laisserons pas faire. Xavier Barre, soignant à l'EHPAD Marceline Desbordes-Valmore, rattaché à l'hôpital de Douai, nous sensibilise sur la vie des résidents pendant le confinement. Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer un peu ce que les résidents ressentent par rapport au confinement? C'est vrai que c'est très long. Ils sont assez demandeurs. Certains sont un peu perturbés. Il y en a quelques-uns, on voit, ça va accentuer des débuts de démence. Certains prennent ça comme une punition personnelle. Et puis, malheureusement, les termes de guerre qui ont été employés par notre président sont pas du tout adaptés, puisqu'on a certaines personnes qui, elles, ont connu la guerre. Et quand on emploie ce vocabulaire un peu vindicatif et un peu guerrier, elles, ça les renvoie aux heures sombres de notre histoire. Et donc, malheureusement, ça crée pour eux des plongeons rétrogrades, ça peut réveiller des souvenirs. Donc, je pense que ce vocabulaire guerrier n'est pas forcément le plus adapté à cette situation. Comment vous aussi, soignants, comment vous allez? Alors, nous, je vais dire que ça augmente quand même considérablement la charge de travail parce que le fait de devoir passer dans chaque chambre, alors qu'avant, les repas étaient pris en collectivité, ce qui permettait un peu de centraliser le service des plateaux, le débarrassage, le nettoyage, etc. Là, c'est un travail dont la charge va augmenter puisque ça va amener à faire ce travail dans tout le service, à passer de chambre en chambre, à consciencieusement nettoyer tout ce qui peut être environnement, adaptable, poignée de porte, etc., justement pour éviter cette contamination. Donc, pour nous, la charge de travail a considérablement augmenté. Il y a eu aussi différentes annonces au niveau du président Macron. Au départ, donc les visites du jour au lendemain, les visites ont été interdites. Là, dans les derniers jours, petite volte-face, les visites sont à nouveau ouvertes aux résidents. Concrètement, ça change quoi sur le terrain pour vous, pour les résidents? Alors, lorsque les visites ont été totalement interdites, c'est vrai que ça a été un choc pour ceux dont je parlais tout à l'heure, ceux qui recevaient régulièrement de la visite. Point à la réouverture, j'en discutais encore hier avec ma cadre de service qui était un peu perdue, parce que cette annonce a été faite par notre Premier ministre le dimanche soir à 18h en conférence de presse. Elle, le lundi matin, le téléphone commençait à sonner, est-ce qu'on peut passer, voir nos proches, mais voilà, ils ont pris totalement au dépourvu l'encadrement, l'organisation, ce qui hier c'était en cours de discussion, mais comment est-ce qu'on va organiser ça? Honnêtement, je peux pas dire que ce soit mal pour les résidents et pour leurs proches de continuer à se voir, parce que le lien humain, l'EHPAD est un lieu de vie. C'est quand même quelque chose qui est très important. Mais je pense que cette réflexion sur la mise en place et les modalités techniques aurait pu se faire avant, parce que là, il a jeté un peu tout le monde dans le grand bain en disant, allez, débrouillez-vous et puis organisez les visites. Aujourd'hui, je ne peux que, je vais pas dire me féliciter, mais féliciter avant tout les membres du personnel, les petites mains qui sont là au quotidien. Je vais inclure aussi l'encadrement, une fois n'est pas coutume, je vous rassure, parce qu'on a su mettre en place des protocoles efficaces, puisqu'aujourd'hui on n'a aucun cas avéré de Covid, pourvu que ça dure. Le confinement est dur pour tout le monde. Nos aînés souffrent énormément de l'isolement.
Le 11 mai, le cafouillage gouvernemental. Stéphanie est allée à la rencontre de Valérie Manot, parent d'élèves, et de Bruno Robin, directeur d'école et responsable syndicaliste de la FSU. Bonjour Madame Manot, le ministre de l'Éducation a annoncé les dispositions de reprise de la rentrée des classes à partir du 11 mai. Qu'en pensez-vous en tant que parent d'élèves? Alors, aujourd'hui, effectivement, M. Blanquer donc, annonce un retour normalement scolaire pour le 11 mai, sauf que la problématique qui se pose, c'est que Léo, effectivement, est donc dans un cursus IME, donc école spécialisée, et sur ce point-là, donc nous avons eu le directeur qui nous a fait un retour par mail qui dit que pour l'instant ça reste flou et que M. Blanquer n'a pas encore donné les directives pour la reprise des IME. Donc son enseignante nous a contactés pour nous dire qu'elle garde grand espoir en tout cas de pouvoir retourner à l'école et de mettre les dispositions, donc les gestes barrières tout de suite en place, donc des enfants donc à distance de 1 mètre, de ne pas les faire se rencontrer et avoir de contact les uns avec les autres. Et la problématique qui va probablement se poser, c'est comment les gérer sur une journée. Alors le point positif, c'est qu'il est en classe réduite. Ce sont des enfants d'à peu près de 10 élèves par classe. Donc on verra la suite, je pense, dans les prochains jours. Avez-vous des inquiétudes concernant cette reprise? Alors, je ne cache pas que non, malgré tout, parce que moi, étant active actuellement et étant amenée à travailler, donc pas de télétravail, donc sur mon lieu de travail, on va dire, les différents encadrants ont en tout cas cette sensibilité des gestes barrières. Donc, je pense que ce qui est vrai pour les entreprises sera vrai pour les écoles. Leur inquiétude première, de toute façon, sera comment recevoir convenablement les enfants et en tout cas de ne pas les exposer, eux, et pour la transmission par la suite. Je pense que ce sera correct. Il y aura pas, j'ai vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Bonjour Monsieur Robin, vous êtes syndicaliste et directeur d'école. Je voudrais avoir votre opinion. Alors, plusieurs choses. D'abord, sur la forme, on est encore dans une situation de flou. Depuis le départ, c'est un peu le constat que l'on fait, puisque les annonces qui ont été faites il y a 2 jours par le ministre de l'Éducation nationale ont surpris beaucoup de monde, notamment les organisations syndicales, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ces éléments, alors qu'il avait dit qu'il souhaitait rencontrer les organisations syndicales. Lui dit que oui, mais nous, on dit que non. Pour nous, se rencontrer, c'est pas simplement se dire bonjour et puis faire un état de la situation, c'est aussi entendre les propositions portées par les personnels, et surtout les revendications, parce qu'on en a quand même pas mal devant la situation. Je disais ce matin à mon inspectrice de circonscription que j'ai beaucoup de contacts actuellement avec des collègues qui me disent avoir peur de cette future reprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur l'organisation même de cette reprise. Alors, on est assez surpris sur la façon dont elle va s'organiser. Pourquoi les grandes sections? Pourquoi les CP? Pourquoi les CM2? On n'a pas de réponse à ces questions-là. En tout cas, pour ce qui nous concerne, donc, ce soit aussi bien sur le plan syndical que sur le plan des collègues. J'ai des échanges réguliers avec mes collègues de l'école. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait un préalable qui soit posé. Alors, c'était attendu par le ministre, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments concrets. Et ce préalable, c'est avant tout qu'on puisse garantir la sécurité sanitaire de tous les enseignants, de tous les parents, de tous les enfants, et que la reprise se fasse en garantissant que chacun pourra vivre normalement cette reprise sans rentrer chez soi le soir en ayant la peur d'avoir véhiculé le virus jusqu'à la maison. Mais en tout cas, oui, il faut vraiment que l'on prenne le travail à bras-le-corps pour organiser les choses au mieux. Sachant toujours qu'on reste avec ce préalable. Je disais à mon inspectrice ce matin, et ce préalable, on n'ira pas au-delà. Ça veut dire que si on n'a pas la garantie que les choses se passent en toute quiétude, en toute sérénité, on n'ira pas plus loin. Alors, évidemment, on va faire ce travail de préparation, on va envisager les choses avec toutes les contradictions qui sont contenues par les annonces du ministre Blanquer. Tout simplement, quand il dit qu'on ne peut pas faire classe dans des petits groupes de 15,
Je disais ce matin aussi à un collègue au téléphone, il va nous falloir des classes de 60 mètres carrés, ce qui n'existe pas évidemment, hein, puisque les distances à respecter, 1,50 m entre les élèves, on ne pourra pas le faire avec 15 élèves dans les classes. Ensuite, il y a tous les échanges entre les parents, les enfants, les enseignants. Bref, on est vraiment dans une incertitude qui fait peur, encore une fois. Hein, et on ne voudrait pas que des collègues soient contaminés à l'occasion de cette reprise. Mais de qui se moque-t-on? La sécurité sanitaire n'est pas une loterie. Les parents d'élèves, les organisations syndicales, le corps enseignant, les élus, les soignants sont respectueux de la vie de chacun. Ils restent vigilants et mobilisés. L'entreprise Renault de Douai va-t-elle reprendre son activité en respectant les règles sanitaires? David Dubois, secrétaire général de la CGT de Renault, au micro de Benjamin. Comment ça s'est fait l'arrêt de l'usine à Renault après le confinement? Alors, quand notre cher président Macron a appelé au confinement, on a eu une réunion le dimanche soir. Alors, je ne sais plus si c'est le 14 qui a annoncé le confinement. Bon, bref, le dimanche 15, on a eu réunion téléphonique avec la direction et les autres syndicats qui nous confirmaient que l'usine allait continuer à tourner. Unanimement, on était tous très dubitatifs et en colère, surtout en colère. Du coup, on avait prévenu la direction que le lundi allait être très très chaud dans l'usine. Chose qui s'est passée tout de suite. Dès 7 heures au matin, en tout cas pour nous, la CGT, on a engagé un droit de retrait et un danger grave imminent qu'on a envoyé directement à la première heure. On a tout de suite aussi été dans l'usine voir les salariés pour expliquer l'objectif d'un droit de retrait d'un danger grave imminent. Et ça n'a pas tardé, il était quoi, à peine 9 heures, donc on a commencé à 7 heures. À 9 heures, il y a un secteur complet, alors plus de 50 salariés à peu près, du montage qui ont débrayé, tout simplement, qui sont mis sur le carreau pour dire stop, qu'il fallait être confiné et qu'ils ne pouvaient pas travailler dans ces conditions. Parce qu'il faut savoir que rien, au 16 mars, rien n'avait été fait dans l'usine. Pas de gants, des gants classiques, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de distanciation sociale, rien, mais vraiment rien du tout. Aujourd'hui, ils aimeraient rouvrir a priori. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que syndicaliste? Alors nous, on avait une revendication claire, nette et précise. C'était non à la reprise pendant le confinement. Alors on a articulé cette revendication par le biais de pétitions en ligne, par le biais de sondages sur notre page Facebook, par la lettre au directeur, ainsi de suite. On a tracté énormément. Et on sort pas ça de notre chapeau, c'est parce que beaucoup de salariés, on a reçu énormément de SMS, d'appels, d'emails de salariés en panique, clairement qu'ils avaient peur et qui ne voulaient pas reprendre pendant le confinement. Ça, c'était indéniable. C'est pour ça qu'on a mis la pression. Alors, je parle au passé. Pourquoi? Parce qu'on a réunion de CSE là en ce moment même, que je participe pas moi, mais les copains qui sont présents m'ont averti que la reprise ne se ferait pas avant le 11 mai. Donc, on peut dire que c'est une première bataille de gagner. Tout n'est pas gagné, parce qu'après, c'est bien de dire on reprend après le 11 mai, mais la protection des salariés doit être super carrée à la reprise, quoi. Ça, c'est clair et net. Alors, il n'y a pas encore de date officielle, mais notre directeur a dit que ça se fera après le 11 mai. Pour conclure, comment je vois l'avenir? Franchement, je n'ai pas trop d'idées sur ce sujet. Je t'avouerai que je ne sais pas trop. On peut nous mettre des commissions sanitaires, on peut nous mettre ci, on peut nous mettre là. Le problème, c'est que le virus est toujours là. Et le virus est toujours là. Et si on prend, nous, l'usine de Douai, on est un peu moins de 3000. Alors, si je compte après toutes les personnes qui rentrent dans l'usine, on arrondit au chiffre de 3000. On sera quand même 3000 dans l'usine. 3000 dans l'usine, c'est énorme. Clairement, c'est énorme. Et donc, voilà, je sais pas comment ça va se passer. Nous, l'idée, ce qu'on souhaite clairement, c'est qu'on reprenne le plus tard possible pour éviter tout risque aux salariés, à leurs familles, à leurs enfants, à tout ce qu'on peut imaginer. Nous, c'est tout ce qu'on espère. Après, on pourra tout essayer, tout faire avec l'appui des salariés. Après, si ils décident réellement de reprendre l'usine,
c'est pas qu'on pourra pas faire grand-chose, mais il faudra une révolte pleine et entière de la part de tous les salariés pour qu'ils se sentent vraiment sécurisés au maximum dans l'usine. Chose qui me paraît un petit peu inconcevable à l'instant T. Il n'y a que le temps qui fera, à mon avis. Le zapping est prêt, épisode numéro 2. On ne nous dit pas tout sous la houlette de Rémi. On ne nous dit pas tout. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Nous ne devons pas faire n'importe quoi sur cette date. Si on ouvre les écoles avec les ponts et les week-ends, on les ouvre pour un petit mois. Par contre, on fait prendre aux enfants et au personnel et aux enseignants et aux parents un risque démesuré. Les gens à l'école, ils vont pas très bien respecter les règles. Exemple, ils vont se coller, ils vont pas se laver souvent les mains et tout. C'est pour ça que ce qui est essentiel à cette date du 11 mai, c'est qu'il va falloir maintenir des mesures fortes pour s'assurer qu'on n'ait pas cette explosion épidémique et qu'on n'ait pas à terme à avoir à remettre en place un nouveau confinement. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Non, on peut avoir 70 ans ou 75 ans, être en pleine forme, ne pas avoir de fragilité particulière et ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se verrait intimer l'ordre de rester chez soi. 70 ans, on est en forme, on est encore très valide et on peut rendre service, c'est ça le problème. C'est qu'il y a une majorité de personnes de plus de 70 ans qui vont rendre service. On en a besoin des anciens. Je peux même pas aller chez ma voisine. On peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu. Les transports sont un des cas où le port du masque pourra être obligatoire à compter du 11 mai. Nous sommes en train d'étudier les conditions dans lesquelles cela peut être mis en œuvre. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Monsieur le secrétaire général, j'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. Notre invité HK, un mec super sympa et beaucoup de valeurs humaines. On le remercie pour le temps qu'il a passé avec nous. Merci pour nos auditeurs. À bientôt. Alors, l'invité mystère cette semaine, c'est Kadour du groupe HK qui a sorti un nouveau titre pour les autres, un titre qui fait appel à la solidarité, qui met en avant les luttes des personnels soignants, leur abnégation pour la vie, pour la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez avec vos collègues au moment de vous lancer dans ce projet et dans ce titre? Nous, on est en plein confinement, on prépare la sortie de notre album pour le mois de septembre, qu'on espère, donc si tout se passe bien, si la fête a lieu, venir présenter la sortie d'album à la fête de l'UMA. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a l'actualité qui nous a rattrapés. On s'est dit, voilà, on veut affirmer notre soutien, mais on veut que ce soutien il soit politique, c'est-à-dire qu'il soit en lien avec le fait que, voilà, on les expose, on les fait risquer leur vie, ils se bousillent la santé à s'occuper de la nôtre et ils sont démunis. Voilà, et tout ça, c'est le fruit de la casse de l'hôpital public, des services publics, voilà, d'une politique qui est cohérente. Et on voit que le président veut s'en affranchir, il essaie de la jouer grand seigneur. Et le piège, c'est de le laisser faire et de le laisser enfiler ce costume-là de sauveur. Non, c'est de dire, tu as foutu en l'air l'hôpital public, mais tu les as mis en danger, ces gens-là.
Et s'il y en a qui crèvent aujourd'hui, c'est de sa faute, c'est de leur faute. Donc c'est vraiment important de rappeler ça, quoi. Et donc, on l'a fait avec cette chanson. C'est une chanson douce et poétique, mais le fond, ben voilà, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a envie de dire, quoi. Est-ce que ça peut être vu un petit peu comme un prolongement de toutes les revendications qui émergent de l'hôpital depuis 1 an et demi, les mouvements de grève, Oui, c'est les mêmes que le président du gouvernement nous demande d'applaudir. Enfin, et on est les premiers vraiment à les applaudir et vraiment à être heureux qu'ils soient mis en valeur. Enfin, ben voilà, il se faisait asperger de gaz lacrymogène quand il manifestait pour demander des moyens, c'est-à-dire pour nous aider, pour nous soigner, pour nous guérir, quoi. Comment tu vois l'avenir, toi, à court terme là? Comment on peut continuer à faire vivre un petit peu nos revendications de solidarité, de fraternité dans cette période? Je pense que c'est un moment où on peut en profiter pour préparer l'avenir et pour c'est ce que je disais, moi, dans la seule chose que je voulais garder, et je voulais le prendre au mot, quoi, de l'intervention de Macron, c'était quand il disait, voilà, il va falloir tous qu'on se réinvente, mais nous, on va se réinventer aussi. Et il va falloir qu'on trouve vraiment des ponts et qu'on arrive vraiment à se regrouper de façon, j'allais dire, mouvement politique, associatif, artistes, citoyens, autour de quelque chose de clair, de simple, et de dire, voilà, on veut dessiner, on veut être partie prenante, on veut agir sur ce monde-là d'après, on veut le construire nous, et on veut que ce soit… Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que sur l'ensemble des combats qu'on a menés ces 10 dernières années, on avait raison sur chacun des points. Donc, à un moment donné, on ne veut plus être spectateur, on ne veut plus être à dire… ah, vous avez vu, on vous l'avait bien dit. Non, maintenant on veut agir, on veut dire, ben voilà, on va construire ce monde-là, quoi. Et c'est à nous de le faire. Donc il y a de l'espoir selon toi pour l'avenir. Il y a de la combativité, je pense. Voilà, on est tous à fond, on est tous. Ça fait 1 mois, 2 mois qu'on prend sur nous et il faut le faire. Et c'est important, voilà, de prendre soin de nous, de prendre soin de nos proches, de prendre soin des plus fragiles, voilà, de bien faire attention. Mais évidemment que ça fuse et évidemment qu'il faut qu'on se connecte et qu'on se reconnecte. Peut-être même différemment, quoi, parce que même nous, on peut plus se permettre d'échouer, donc on peut plus se permettre de se diviser sur des points, sur des virgules, ou parce qu'on a des intérêts d'organisation différentes. On ne peut plus se permettre ça. On voit que voilà, la situation, elle est extrêmement grave, donc ça mérite que nous-mêmes, on soit à la hauteur de ça, je pense, pour demain. Et on peut avoir cette exigence-là entre nous, et c'est important qu'on se le dise, je pense. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer par rapport à ce que ce soit votre actualité ou Non, on lâche rien et on se retrouve très vite. Voilà. On termine en chanson avec les Goguettes en trio, mais à 4. On ne les connaît pas, mais un internaute nous a passé la vidéo. On a aimé. Elle se baladait dans les réseaux sociaux. La voici, la voilà. C'est rien que pour vous. À vendredi prochain, même heure, même réseau. Portez-vous bien. Bye bye. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult. Je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui tient? Je me demande bien. Oh mais je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe, mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation, j'avais une mode de beurre, n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit, chauffe personne, il faut rester chez vous. Quitte à devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe.
voir le JT. Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charente, en vivant que ce soit fini, qu'on se confine en prison. Pour de bon. Oh, mais Macron a dit l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la tête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils tiennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.